Bonjour à tous, merci d'être venus à ce slot. J'espère que vous êtes prêts à vous arracher les cheveux sur quelques puzzles Java. Du coup, moi, c'est Benjamin, je suis consultant chez Xebia depuis maintenant plus de 3 ans. Et ce qui me fait kiffer dans mon métier, c'est le clean code, le craft et toute la mouvance ILSDD, du coup DDD, BDD et TDD. J'adore me prendre la tête à trouver la meilleure des solutions possibles dans mon code, à ce que ce soit propre, périn et facilement évolutif, quoi. Du coup, Java Puzzle. Je vais vous montrer quelques exemples de code en Java. La question, c'est quel est le résultat d'exécution de ce programme? Ce slot se veut participatif. Du coup, je vous demanderai de lever la main pour répondre au puzzle. Ou au pire, je ferai des sondages pour savoir qui vote quoi. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas ce que j'explique. Tous les exemples que je vais montrer compilent. Ils tournent avec JDK12 avec l'option Enable Preview, avec la configuration de la JVM par défaut. Et, je vous demanderai, sauf si vous voulez vous faire des ennemis, de ne pas reproduire ce que vous verrez dans vos projets. Allez, on commence dès maintenant avec de l'incrémentation. Que vaut i ici? Qui vote 3 et qui vote 4? Des gens pour des 4? Ok. Qui pour un 3? Du coup, là c'est de l'incrémentation classique, on la connaît, i++, ça va incrémenter mon i. Ici je fais une post-incrémentation comme plus haut, mais l'affectation est prioritaire en fait. Du coup, i ne va pas être incrémenté. Alors qu'avec de la pré-incrémentation, là, i va être incrémenté, du coup va valoir 4. Prêt pour le suivant? Du coup, là j'appelle une fonction f, mais j'en ai deux disponibles. Une qui prend 2 entiers et l'autre qui prend un tableau d'entiers. Laquelle sera appelée? Ou alors ce code lève une exception. Qui pour une exception? Personne? Qui pour l'un 1 qui sera affiché? Ok. Et qui pour 2? Alors déjà, il faut savoir que integer.maxValue, si je l'incrémente, ça ne va pas me lever d'exception. Ça va faire ce qu'on appelle un overflow. Et du coup, ce sera égal à integer.minValue. Ensuite, Java va toujours favoriser le cas le plus simple ou le plus rapide. C'est-à-dire que là, quand je vais appeler ma fonction f avec 2 entiers, il va privilégier celle-ci afin d'éviter de convertir mes 2 entiers en un tableau d'entiers. Next. Là, pareil, j'ai 2 fonctions. J'appelle f avec le paramètre 3.0. Quelle méthode va être privilégiée? Qui pour float? Ok, il y a du monde. Et ensuite pour double? D'accord. Du coup, c'est les gens qui choisissent double qui ont raison. Là, c'est un cas un peu particulier. Les floats, en fait, si je dois en utiliser, je suis obligé de préciser la lettre F à côté. Par défaut, c'est du double. Ensuite, du coup, là, j'ai une variable A qui était initialisée à 6. J'ai un petit commentaire. Je fais un A++. Que vaut A? Là, je pense que vous vous doutez du piège, en fait. Lorsque Java va analyser le code, il ne le fait pas ligne par ligne, mais caractère par caractère. C'est-à-dire qu'ici, je démarre un commentaire, j'ai un espace, mais là, ce caractère Unicode représente le retour de chariot. Du coup, le compilateur va passer à la ligne suivante, et ce sera du code exécuté. Allez, suivant. Là, j'ai deux floats que je caste en entier. Que vaut la somme des deux? Qui pour un 3? Personne pour 3? Et ensuite 2? Ok, vous êtes fort. Du coup, là, Java, il va faire simple, il va trunker le nombre décimal, pas d'arrondi ni quoi que ce soit. Du coup, 4 plus moins 2, ça fait bien 2.
Alors là, je vais jouer avec l'inférence de type qui est arrivée dans Java 10. Je vais faire la somme d'un caractère plus un entier. Que vaut le résultat de cette somme? Des gens diraient que ça vaudrait C du coup? Oui. Ou alors 99? Ok, très fort. Et enfin, le deuxième cas, là, je fais pareil, la somme d'un caractère et d'un entier, sauf que je précise le type char dans cela. Exactement. Là, si je ne précise pas le type, var sera en fait un entier, du coup, la somme de A qui vaut 97 plus 2, 99. Faut le savoir. Là, j'appelle la fonction f avec 2 bytes, enfin la somme de 2 bytes, pardon, et j'ai à ma disposition deux méthodes. Une qui prend un grand byte et l'autre qui prend un number. Laquelle sera appelée? Qui pense que c'est byte? D'accord. Et pour number? Ce qu'il faut savoir, c'est que la somme de 2 bytes, ça donne un nombre, un entier, et pas un grand byte en fait. Du coup, ce sera number qui va être appelé. Alors là, j'ai une variable statique qui s'appelle x, que j'incrémente à, enfin que j'initialise à 2. Puis j'ai deux blocs statiques là, un qui fait de l'incrémentation et l'autre qui va soustraire 2 à x. Que vaudra x quand je vais appeler mon main? Des gens qui pensent pour un petit 3? D'autres personnes pour 1? Ok. Alors en effet, tous les blocs statiques seront exécutés avant tout, suivant leur ordre. C'est-à-dire que si le tout dernier, je mettrais x égale 42, x aurait valu 42, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'ordre des blocs statiques dans notre code. Cas suivant, j'instancie deux booléennes à partir d'une chaîne de caractères. Premier cas, j'écris true avec un T majuscule, et ensuite je lui passe 1. Que vaut B1 et, attention à ce et commercial qui est tout seul, et B2. Des gens pour true? Qui pensent que c'est vrai? Ok. Et ensuite false du coup? Alors il faut savoir que quand on regarde l'implémentation de boolean value of, ça retourne uniquement true si la chaîne de caractères vaut true, peu importe la classe. Du coup, le résultat sera false. Quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie cet opérateur là, le et commercial qui est tout seul? Alors en fait, là, ce que Java va faire en voyant ça, c'est qu'il va tester le résultat des deux opérandes, alors qu'avec le double et commercial, dès qu'il voit un false, il va s'arrêter, sachant que le résultat sera false. C'est pour ça qu'on a tendance à préférer le double et commercial. Alors là, j'ai une belle méthode qui fait un try return true, finally return false. Ça vaut quoi? Des gens diraient vrai? Ok. Et false? Ok. Les gens qui disent faux ont raison. Le finally est toujours exécuté, peu importe les instructions. Là, c'est pas mal. J'ai deux méthodes, l'une qui prend un tableau d'entier et l'autre un tableau de short. Mais j'appelle ma méthode M sans paramètre. Laquelle va être utilisée? Qui dirait short? Ok. Et du coup, le reste entier? Alors, comme je l'ai dit, en fait, Java va toujours privilégier le chemin le plus rapide. C'est-à-dire que si j'avais une autre troisième méthode qui aurait pris un tableau de bytes, c'est elle qui aurait dû être appelée. Du coup, c'est dans l'ordre byte, short, int et long. Alors là, j'ai un nouveau switch qui nous vient tout droit de Java 12. J'ai une variable a qui vaut 16
Et ensuite, j'ai des case. Case 020, alors je retourne A. Case 016, je retourne B. Et par défaut, je retourne C. Du coup, que vaudrait S? Qui dirait C? Ok. Des gens pour A et B. Alors, ce qu'il faut savoir en Java, c'est quand je précise un nombre avec un 0 devant, Java le considère comme étant en base 8. Or, 16 en base 10, c'est égal à 0,20 en base 8. Du coup, ça va m'afficher A dans ce cas-là. Ok. Alors là, je vais m'intéresser aux 3 premières lignes. J'ai une char séquence que j'initialise à 21. Ensuite, je fais string b égale 21.substring de 0. Pourquoi pas. Est-ce que A vaudra B? Qui dirait vrai? Qui dit faux du coup? Ok. Selon cas, là j'ai une autre char séquence C que j'instancie à 21. Le stream D ensuite, je fais un 121.substring de 1. Est-ce que C égale D? Qui dit vrai là dans ce cas-là? Ok. Qui dit false? Dans l'ensemble, vous êtes vraiment doué. Il faut savoir que la méthode substring avec le paramètre 0, elle va me retourner l'instance de ma chaîne de caractères et pas une nouvelle chaîne de caractères. Du coup, le résultat sera égal à vrai. Alors que si je fais vraiment un substring et que je dois modifier ma chaîne de caractères, ça va me retourner une nouvelle instance. Du coup, le égal sera faux. Je vais vous expliquer un peu le principe de pool de string. En fait, Java, dès qu'il voit une chaîne de caractères, il essaie de la mettre quelque part en mémoire. Et s'il la revoit, il va essayer de la retrouver. Sauf si je fais un new, alors là, ça va pas marcher. Mais j'ai moyen de contourner ce système parce que String expose récemment, je crois depuis Java 9, une méthode qui s'appelle intern et qui va permettre de stocker cette valeur dans le pool de string. Mais ça n'empêche que l'opérateur égal est à éviter en Java et qu'il faut toujours préférer la méthode equals. Tiens, j'ai un autre cas avec le finally là. J'affiche hello, ensuite je fais un système exit 0, puis une division par 0. Quelqu'un peut me dire ce que ça va afficher ici? Qui voudrait répondre? Du coup, qui pense que hello va s'afficher? Ok. Exception. Et ensuite finally. Alors je vous ai un peu menti en disant que le finally s'exécutait toujours. Le système exit 0, il est ultra violent, il arrête complètement la JVM, du coup le finally ne va pas s'exécuter. Alors là, je fais 2 grosses divisions pour calculer le nombre de millisecondes. Je vois que les nombres que j'utilise sont toujours les mêmes. Est-ce que les 2 résultats seront égaux? Qui dit false? Ok. Le reste dit vrai, je suppose? Alors là, cas un peu vicieux en fait, j'ai précisé pour 365 que c'était de type long. Du coup, tout le résultat va être stocké dans un long, alors que dans le cas suivant, je précise pas que c'est des longs, du coup ça va me faire des entiers, ça va me provoquer un overflow, et le résultat sera faux. Là aussi, attention avec les multiplications, privilégier des cas, des types appropriés. Long, c'est très bien. Alors là, pardon. Dans S, je fais un plus i moins moins plus i. Qui peut me deviner le résultat? Tu peux m'expliquer pourquoi le 1? Si tu veux prendre le micro.
Du coup, le résultat vaudra 2. Parce que ça équivaut à du 1 plus 1 plus 0 en fait. Le plus i va m'incrémenter i directement, tandis que le i moins moins va rien faire, i va valoir 1. Et le i en dehors de la parenthèse, quant à lui, sera à 0. Un cas très vicieux, lui. Alors là, je fais mumuse avec 2 tableaux. Je vous laisse lire. Qui pense que ça va me provoquer une exception, ça? Qui dirait que le résultat vaut 3? Qui pour un 4? Qui pour autre chose? Ça marche pas? Alors je vous montre que ça marche. Du coup, tout ça là, ça équivaut à écrire x de y de 2. Y de 2, ça vaut 3. Soit dire x de 3, du coup 4. Évidemment, c'est pas à écrire, je pense qu'on peut très facilement refactor de manière plus lisible. Alors là, j'ai une variable s que j'initialise à 0. Puis ensuite, je boucle sur des bytes allant de 0 à 128. Voire même 127. Que vaut s? Qui pense que ça vaut 128? Qui pour 127? Qui pour autre chose? Vas-y, Joël. Alors exactement. Un byte de 128 plus 1, ça vaut 127, moins 127, pardon. Du coup, ce code-là part en boucle infinie. Alors là, j'instancie à chaque fois deux integers. Dans le premier cas, c'est avec des 100. Dans le second cas, c'est avec des 150. Est-ce que l'égalité est vraie dans les deux cas? Du coup, je vous ai un peu donné la réponse. Du coup, le premier cas, il vaut quoi? Ok, et le second? Tu saurais nous dire pourquoi? Parce que dans la JVM, les entiers entre moins 127 et plus 127, ils sont gardés en mémoire cache. Ouais. C'est l'instance. Tout à fait. Il faut savoir que dans la classe integer, il y a une inner class qui s'appelle integer cache, qui contient du coup un tableau d'entiers allant de moins 127 à plus 128 par défaut. Et évidemment, on peut jouer avec, on peut modifier les paramètres de la JVM pour changer ce cache. Là encore, un exemple qu'il faut toujours utiliser equals et pas égal égal. Alors celui-ci, j'ai une classe qui implémente runnable. Dans mon main, j'instancie un thread, j'appelle la méthode start, j'affiche 2, j'appelle la méthode run, puis j'affiche 3. Et la méthode run, je vois son implémentation, elle m'affiche 1. Ce sera quoi le résultat d'exécution de ce programme? Je t'entends pas. Ouais, en gros, le résultat est aléatoire parce qu'en fait, puisqu'on démarre un thread, il y aura peut-être un problème d'ordonnancement entre le main thread et le thread qui a été lancé. D'accord, ok. Alors en fait, le résultat ne sera pas si aléatoire. Je vais toujours avoir affiché dans l'ordre 2, 1 et 3. Parce que je les affiche comme ça. Dans 2, ça on s'en doute tous, là en fait je fais simplement appeler la méthode run de mon thread, quoi. Comme si j'appelais une méthode sur une classe classique, puis j'affiche 3. Par contre, le 1, lui, sera affiché avant ou après, suivant l'OS, quand le thread démarrera, quoi. Alors là, c'est des nouvelles méthodes qui sont apparues avec une version assez récente de Java.
C'est quoi la différence entre isBlank et isEmpty du coup? Exactement, ouais. Du coup, le blank, il va faire un trim, enfin vérifier que le caractère ne soit pas un caractère vide, quoi. Tandis que le empty va vraiment vérifier la longueur de la chaîne de caractères, peu importe les caractères dedans. Alors là, j'ai une division ultra bizarre, avec des nombres assez étranges. J'ai jamais vu ça. Qui peut me dire ce que ça fait, ça? 0? Ouais, exactement. 0? Alors non, pas tout à fait, 0,005. Ce sera bien un décimal. Faut savoir que l'underscore, en fait, il change rien à la valeur du nombre, ça permet juste d'améliorer la lisibilité. Enfin, pas dans notre cas ici, mais généralement, on l'utilise pour séparer des milliers, c'est un peu mieux. Alors là, j'en ai un beau. J'ai deux variables. La première, c'est -1 que je caste en char, puis en byte, puis en entier. La deuxième, -1 toujours, que je caste en byte, en char, puis en entier. Est-ce que les deux sont égaux? Vas-y. Les chars, c'est uniquement positif, non? Donc, ça devrait les deux être égal à 0. Puisque quand tu castes en quart, ça va de 0 à 255, il me semble. Et du coup, tu auras des zéros partout. Donc, c'est une bonne idée comme ça. Ouais. Du coup, le résultat sera false. Mais bien joué, ouais, pour le 65 535. Du coup, je vous explique toute la procédure, comment Java fait. Du coup, l'ordre des castes a son importance quand même sur le résultat de la variable, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. J'espère que vous avez pris du plaisir sur ces puzzles, que je vous ai fait découvrir des trucs. Et enfin, j'ai mis l'ensemble des puzzles sur GitHub, voire même plus, que j'ai pas pu montrer là. Voilà.